Laurent Hayem, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous parler du site que vous dirigez, dont vous êtes l'un des fondateurs, Info Équitable. Un site qui, comme je le disais tout à l'heure, se définit par sa volonté d'essayer d'influer ou en tout cas de rectifier le tir en concernant certains médias francophones et la relation qu'ils entretiennent avec Israël et le peuple juif. Vous souhaitez, comme vous le disiez dans votre profession de foi, favoriser un regard plus juste, plus équitable donc sur l'État d'Israël et éviter les perceptions infondées qui favorisent le développement de l'antisémitisme en Europe. Alors d'abord, parlez-nous un peu de ce site. Ça fait combien de temps qu'il est sur la toile? Ça fait depuis un peu plus d'un an, depuis 2016 qu'il est sur la toile. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on peut trouver sur Info Équitable pour justement essayer de mieux comprendre la réalité israélienne et mieux lutter contre la désinformation en France? On trouve beaucoup d'articles de veille, donc d'analyse qui se penchent sur la manière dont les grands médias couvrent Israël. Donc on décrypte finalement ce que la presse dit d'Israël. Et puis on a aussi de l'information, en plus de cela, des éclairages, de l'information supplémentaire qu'on ne trouve pas forcément dans le reste de la presse. Alors, donnez-nous un exemple de dossier que vous avez traité ces derniers temps. Il y a eu, on a parlé donc au cours des derniers jours ou même des dernières semaines de plusieurs affaires. L'affaire Tamimi de cette jeune palestinienne qui avait provoqué des soldats israéliens. On a parlé de la une de Libération d'il y a quelques semaines où l'on voit un Palestinien apparemment mis en joue par une soldate, une garde-frontière israélienne. Ce sont des sujets comme cela que vous avez traités, vous essayez de rectifier le tir à ce niveau-là? Tout à fait. Sur l'affaire Tamimi, effectivement, d'abord on a expliqué un petit peu Oui, qui est Aed cette jeune Tamimi. dame. Bon, voilà quelqu'un qui a été Qui qui est n'en est né pas à pour son être premier coup, oui. qui n'en est pas à son premier coup, mais qui n'est pas toujours présenté comme tel dans les médias. Donc on a fourni des explications. Et puis on réagit lorsqu'il y a certains reportages qui sont les plus fallacieux. Voilà, à ce moment-là, on réagit, on décrypte les reportages. Donc, on a trouvé un reportage qui regorgeait finalement d'erreurs, et on a donc qui minimisait, qui disait que qu'elle avait juste donné une gifle, alors qu'on voit qu'elle essaye de rouer de coups le soldat, qui faisait passer le village dans lequel elle vit pour un village encerclé dans des colonies, entre des colonies, un peu à la manière du village d'Astérix. Et on l'a regardé sur la carte, et en fait, il y a surtout des villages arabes tout autour de son village. Donc on décrypte tout ça pour le mettre en lumière. Sur Libération, c'est intéressant, c'est un cas qui date du mois dernier. On a obtenu un résultat intéressant, puisque donc ce qui s'est passé, c'est que Libération a titré, donc suite à La à déclaration la de Trump. décision de Trump, exactement, comme beaucoup de journaux ont voulu faire monter la mousse et faire croire qu'il y avait des grands troubles, Oui, voilà. Donc que les répercussions étaient dramatiques, comme on dit. exactement. Donc c'était un petit peu du wishful thinking parfois, comme on dit en Oui, anglais. oui. Et Libération a sorti une où on voyait si on connaissait rien, on voyait une soldate israélienne qui menaçait avec son arme un vieil homme arabe. Et donc Voilà, déjà la vous pouvez photo. voir l'image sur notre écran, voilà. Au bord du D'accord. gouffre, Et c'était le oui, titre de Jérusalem au bord du gouffre. exactement, voilà. Et donc il y avait en plus un titre alarmiste Voilà. par-dessus. Et bon, l'effet premier, c'est on voit ça et on
envoie un oppresseur israélien et un oppressé arabe ou palestinien. Donc c'est vraiment, je pense que ça prend aux tripes quand on voit ce genre d'image. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, dans le cas précis? Vous insistez sur les erreurs, les manipulations, les biaiseries d'un tel article ou d'une telle photo? Oui, on a recherché. Mais est-ce que vous allez au-delà? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes tourné vous-même, par exemple, vers Libération pour protester ou pour expliquer ou pour indiquer qu'il y avait là une falsification? Alors là, dans le cas présent, ça s'est passé par les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que nous, on a expliqué la manipulation, on a montré que c'était déjà un recadrage, que la scène était beaucoup plus large, et que juste derrière ce monsieur, il y avait des gens qui vaquaient à leurs occupations sans même regarder ce qui se passait. Enfin, on a vraiment montré que c'était une mise en scène finalement, et que la scène a été tirée de son contexte pour faire passer autre chose que ce qu'elle montrait. Et on est présent sur Facebook, sur Twitter. Mais vous essayez pas d'aller, c'est-à-dire une fois que vous avez vous repérez une information qui est mensongère ou à caractère mensonger, vous n'essayez pas d'aller auprès des rédactions qui les ont publiées pour essayer de leur faire prendre conscience de leurs erreurs? Si on le fait, on le fait parfois, ça dépend des cas. Donc dans certains cas, effectivement, on écrit aux rédactions. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que la une de Libération est sortie, vous imaginez pas que le lendemain, oui, il va y avoir de rectificatif. Ils vont faire un rectificatif sur la une, c'est trop tard. Donc dans un cas comme celui-là, il vaut mieux mobiliser le public. C'est ce qu'on a fait. Mais par contre, je sais que l'un des responsables de Libération est intervenu sur I24 pour expliquer, ou en tout cas pour dire qu'il n'était pas responsable, ou que, enfin, je sais pas, vous avez titré Libération plaide non coupable, c'est-à-dire pour essayer de s'expliquer d'une certaine manière. Tout à fait. Mais ça, c'est grâce justement à cette mobilisation, en particulier sur Twitter, parce que vous savez que sur Twitter, on peut interpeller directement les médias, oui, et impliquer le public qui lui-même se met à interpeller. Et donc, quand il voit que l'histoire commence à faire du bruit, parce que là, ça a touché des dizaines de milliers de personnes, à ce moment-là, ils réagissent. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont réagi sur le site Arrêt sur Image, où ils ont justement répondu à Info Équitable. Donc mais c'est de là que ça venait. Et après, sur I24 News également, ils ont donné. Donc là, il y a deux personnes de la rédaction qui se sont mobilisées pour donner leur version des faits. Alors Laurent Haïm, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui dans le, on va dire, dans la faune ou dans la jungle médiatique que l'on constate en particulier à travers les réseaux sociaux, hein, sur Internet, une difficulté à justement faire passer ce message d'une rectification d'information? Est-ce que c'est pas beaucoup plus dur aujourd'hui que précédemment, ou alors est-ce que c'est paradoxalement peut-être plus simple, effectivement, d'utiliser tous ces réseaux pour mieux faire passer, mieux mettre en exergue ces mensonges et tenter de les rectifier? Par rapport à précédemment, je ne sais pas. C'est sûr que les réseaux sont une aide. En fait, ce qui se passe, c'est que la démarche qu'on entreprend, elle existe dans d'autres pays, dans d'autres langues. Dans le monde anglo-saxon, elle existe, et c'est assez courant que les médias émettent des correctifs. Vous pouvez avoir le New York Times qui va mettre un petit encadré dans l'édition du lendemain en disant hier nous avons affirmé telle chose. Finalement, il aurait fallu comprendre autre chose. Voici une petite. Enfin, ils mettent des correctifs. Oui. En français, ça n'existe pas. Vous n'allez pas avoir ça dans la presse française. C'est pas dans la culture et dans la mentalité française et francophone d'ailleurs des pays qui entourent la France. Donc évidemment que si on peut obtenir des correctifs, on le fera. Dans les cas les plus graves, effectivement, on correspond avec les rédactions et on leur demande des correctifs, des explications.
Bien sûr, il y a des moyens d'agir à ce niveau-là, mais c'est vrai que la mentalité est différente. Donc c'est pour cela que on utilise tous les moyens à notre disposition et que les réseaux sociaux sont aussi un moyen important. En fait, la mobilisation du public, c'est ce qui compte parce que finalement, ils ont, les médias ont une clientèle dont ils doivent prendre soin et qu'ils doivent écouter. Donc si beaucoup de gens se mobilisent, c'est ce qui s'est passé pour la une de Libération, à ce moment-là, ils réagissent. Alors, on voit, je consulte en même temps que nous parlons votre site et on voit qu'il y a aussi, on peut dire sans étonnement et sans surprise, une sorte de suivi concernant les fameuses dépêches de l'AFP. Vous avez même remarqué qu'il y avait eu, il y a 2 mois, une dépêche de l'AFP qui qualifiait justement l'organisation, l'ONG d'extrême gauche Shalom Arshav, la paix maintenant, d'organisation anti-israélienne, donc probablement une sorte de lapsus assez significatif du journaliste qui a rédigé cette dépêche. L'AFP aussi, c'est un des, on va dire, des pôles d'attraction de ce genre d'informations problématiques que vous essayez de relever. Oui, tout à fait. On se concentre sur 3 catégories de médias. La première catégorie, ce sont les agences de presse. Et effectivement, la plus significative dans le monde francophone de très loin, c'est l'AFP. Donc on surveille de près l'AFP, on a accès aux dépêches, on regarde ce qui se passe et l'AFP, ces dépêches sont reprises dans l'ensemble de la presse et en France et à l'étranger, y compris d'ailleurs dans les autres langues. Donc c'est très très important de regarder ce que dit l'AFP. Ensuite, on regarde aussi ce que font les médias publics, l'audiovisuel public, notamment qui a une responsabilité, un devoir de vérité que n'ont pas les médias privés. Oui. Et puis, le troisième axe, ce sont les médias privés justement, mais les médias privés à grande diffusion, donc les grands quotidiens, parce que eux ont plus de liberté de parole en théorie. Ils sont moins redevables vis-à-vis de leur public, mais comme ils touchent des millions de personnes, c'est important de voir ce qu'ils disent. Alors donc, une dernière question, Laurent. Comment maintient-on un site comme celui-là lorsqu'il y a une nécessité de suivi? Je suppose que cela doit vous obliger à avoir des permanents ou au moins un permanent qui suit au quotidien ce qui se passe. Comment gère-t-on un tel site? Pour l'instant, on a une petite équipe de contributeurs, de gens qui font de la veille. Mais comme vous le savez, le projet est assez récent et il a vocation à se développer. C'est quelque chose qui doit se faire dans un cadre professionnel pour être efficace. Donc il faut trouver des sources de financement pour pouvoir le pérenniser et le développer. Et le développer, exactement. Merci beaucoup, Laurent Haïm, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de votre site Info Équitable que nous essaierons de consulter avec plus d'acuité, plus d'intensité désormais, après avoir mieux compris votre mission. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom. Merci, bonne journée. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliana pour sa chronique Un jour, notre histoire dans quelques instants.